Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne. Dernière parution. Augustin Tchameni, Les évolutions du régionalisme africain 2013. Viviane Gbadouaüetto, Littérature féminine ivoirienne 2013. Claudine Ogui Ngoue, La dialectique du politique et du religieux pour une anthropologie du pouvoir au Gabon, 2013. Godwin Tete, Autopsie du développement pernicieux. Le cas du Togo 2013. Etanislas Ngodi, Le mouvement de Siloulou dans le Poul ou les combattants de Saint-Michel, Congo-Brazzaville 2013. Etanislas Ngodi, Opposition démocratique du Congo-Brazzaville 2013. Paul Malumba, dire, Gestion durable des agrosystèmes en milieu tropical humide 2013. Anne-Marie Kofi Kwadiobla, La Côte d'Ivoire en crise face au droit international 2013. Mwamba Chibangu, Alexis Kaabambi, Étienne Tshisekedi, La trajectoire vers la présidence 2013. Barthélemy Ntomamengome, La bataille de Libreville. De Gaulle contre Pétain, 50 morts 2013. Alpha Oumar Diallo, Bien enseigné en Afrique, oui, mais avec qui et comment 2013. Régine Ngono Bounongou, La réforme du système pénitentiaire camerounais. Entre héritage colonial et tradition coloniale, 2013. Augustin Tchameni, Évolution contemporaine du régionalisme africain 2013. Antoine Ngakosso, Réforme fiscale en Afrique. Le management du changement 2013. Jean-Baptiste Nkuliyingoma, Rwanda, Le pouvoir à tout prix 2013. Remerciements. La publication de cet ouvrage est soutenue par le programme de recherche de l'équipe Teasdale Corti, subventionné par l'Initiative de recherche en santé mondiale, un partenariat de financement de la recherche réunissant les instituts de recherche en santé du Canada, l'Agence canadienne de développement international, Santé Canada, le Centre de recherche pour le développement international, et l'Agence de la santé publique du Canada. Introduction. Pierre Fournier. Slim Haddad. Valérie Reed. Cet ouvrage est présenté par l'équipe de recherche Teasdale Corti sur la vulnérabilité et la santé en Afrique de l'Ouest. Il comprend 11 contributions originales rédigées par des auteurs de l'équipe, qui ont en commun d'être des chercheurs en devenir ou en début de carrière. Depuis 2007, l'équipe Teasdale Corti réunit des chercheurs du Canada, du Burkina Faso et du Mali autour d'un programme de recherche scientifique étudiant les sources et les manifestations de la vulnérabilité dans des groupes ciblés. La démarche d'analyse de la vulnérabilité s'inscrit dans la diversité des courants de pensée contemporains. La vulnérabilité y est vue comme un état particulier de fragilité d'une population ou d'un groupe, résultant de dynamiques de précarisation, n'ayant pu être compensée par des processus efficaces de protection. Le programme scientifique de l'équipe se focalise sur les besoins de 4 groupes populationnels. Les femmes enceintes exposées à un risque élevé de mortalité maternelle, les pauvres exposés au risque d'exclusion des services de santé, les petites filles en contexte de vulnérabilité en milieu urbain, et les personnes porteuses du VIH ou risquant de contracter le virus. Les contributions figurant dans le présent ouvrage concernent les 2 premiers groupes, chacun étant par ailleurs également ciblé par un des objectifs millénaires du développement. Les chapitres qui suivent aideront le lecteur à mieux comprendre les processus de vulnérabilisation-dévulnérabilisation, en évoquant la diversité des réalités, des contextes de vie et des dispositifs sanitaires de 3 pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali et le Bénin. La démarche centrée sur le comprendre est ici utilement complétée par plusieurs travaux évaluatifs sur la capacité des dispositifs sanitaires actuels ou d'initiatives innovantes à protéger ces groupes vulnérables et à répondre à leurs besoins. On espère ainsi contribuer à la conception et à la mise en œuvre de stratégies fondées sur des données probantes. Rédigé en français par des chercheurs dont certains s'engageaient pour la première fois dans la production d'une publication scientifique, cet ouvrage s'inscrit aussi dans une logique de renforcement des capacités des auteurs.
Les travaux ont pour l'essentiel été réalisés par de jeunes chercheurs soutenus par des investigateurs expérimentés. Un processus comprenant diverses itérations et des rencontres en personne a permis de les accompagner dans la rédaction et la finalisation de leurs textes respectifs. Cet encadrement a été réalisé grâce au concours efficace et soutenu de Michel O'Neill et d'Anne-Marie Turcotte-Tremblay, que les directeurs de l'ouvrage remercient vivement. Un remerciement particulier est également adressé à l'Institut de recherche en sciences de la santé du Burkina Faso, pour son appui logistique lors de l'atelier d'écriture. Les textes qui suivent n'engagent que leurs auteurs. Les directeurs se sont assurés de leur pertinence scientifique et n'ont pas influé sur leurs orientations méthodologiques ou leur point de vue. Cela s'applique également à la postface. Elle nous offre la vision d'un chercheur du Nord ayant confronté ses conceptions de la recherche Nord-Sud avec la réalité. Partie 1. Quelle perspective pour la santé maternelle ? Introduction. Pierre Fournier. La santé maternelle est depuis longtemps une priorité en santé mondiale, et les politiques mises en œuvre depuis plusieurs décennies par les systèmes de santé des pays les plus démunis sont largement orientées vers les mères et les enfants. On s'étonnera alors que, pour certains indicateurs très sensibles aux normes sociales, contraception ou à la qualité des services, mortalité maternelle, les résultats soient aussi disparates. Certains pays ont connu des progrès remarquables, d'autres progressent peu, stagnent ou régressent dans les cas de conflits ou de troubles civils de longue durée. Malheureusement, c'est en Afrique au sud du Sahara qu'on observe le plus souvent ces situations. Bien que les grandes preuves sur les types de stratégies à utiliser pour améliorer la santé maternelle soient établies, de nombreuses lacunes persistent, et cela à des niveaux différents. D'une part, les politiques globales qui agissent sur l'ensemble des déterminants intermédiaires et distants de la santé maternelle sont déficientes, voire absentes, dans certains pays. D'autre part, les mesures potentiellement efficaces au niveau des parturientes souffrent de défauts de conception ou de mise en application. Les grandes stratégies mondiales pour améliorer la santé des femmes et des mères nécessitent des adaptations aux contextes très variés dans lesquels on veut les appliquer. Les contributions de nos jeunes chercheurs s'inscrivent dans cette perspective. Elles documentent, dans des contextes spécifiques, des expériences de mise en œuvre d'interventions, d'essais d'innovation ou d'efforts visant à mieux appréhender la spécificité de ces contextes. Le chapitre de R. Ouedraogo et de F. Ouattara se situe dans la nouvelle réalité urbaine de Ouagadougou, Burkina Faso, et il décrit les obstacles tant sociaux que financiers auxquels font face les jeunes femmes qui doivent satisfaire leurs besoins élémentaires en santé de la reproduction. Les deux chapitres suivants nous conduisent dans le contexte rural du Mali. Celui de V. Perrault et de P. Fournier documente la dynamique communautaire entre les acteurs clés de la maternité et de l'accouchement à domicile. Celui de Théa Feim, de P. Fournier et de Véride analyse les retards à l'accès aux soins obstétricaux d'urgence en s'attardant aux relations de genre et aux normes sociales. J. Fournier, A. Koulibaly, C. Tourigny, S. Diakité et P. Fournier rapportent les enseignements tirés d'expériences qui visent à améliorer l'accès aux soins pour les femmes enceintes ou présentant des complications à l'accouchement. Le chapitre d'A. Koulibaly et de C. Tourigny clôt cette partie de l'ouvrage en rapportant l'expérience acquise à la suite de la conduite d'un nombre important d'autopsies sociales. Cette approche permet d'appréhender l'ensemble des obstacles que rencontrent les parturientes lors de la recherche de soins, et les conséquences que ces épreuves engendrent. Vulnérabilité séquentielle des jeunes femmes face à l'avortement. Incidence des normes sociales et juridiques à Ouagadougou, Burkina Faso. Ramatou Ouedraogo. Fatoumata Ouattara. Résumé. L'avortement provoqué à risque constitue un problème de santé publique au Burkina Faso. En 2008, on a estimé à 87 200 le nombre d'avortements clandestins et à 50% le taux de complications, dont 18,7% n'a bénéficié d'aucune prise en charge. Ces avortements concerneraient particulièrement les jeunes femmes, Caboret et Al. 2011, Gilda et Al. 2011. Qu'est-ce qui peut expliquer cette vulnérabilité des jeunes femmes face aux avortements à risque ? Doit-on parler d'une vulnérabilité particulière liée à leur âge, faisant de ce dernier un facteur de risque si on utilise le vocabulaire de la santé publique ? Ou s'agit-il d'une vulnérabilité induite par leur contexte de vie,
normes sociales, lois, allongement de la phase de la jeunesse. Cette recherche anthropologique s'inscrit dans un projet de recherche sur les avortements et s'appuie sur des entretiens menés avec 30 jeunes femmes célibataires, de 17 à 31 ans, ayant eu recours à l'avortement. Ces jeunes femmes ont été identifiées au cours d'observations de situations de soins post-avortement, dans 3 maternités de la ville de Ouagadougou, et plusieurs entretiens ont été réalisés avec elles et certains de leurs proches. Nos données permettent de formuler le processus de recours à l'avortement comme une séquence de 3 moments, où une vulnérabilité potentielle peut se manifester. Le premier moment est la vulnérabilité contextuelle face au risque de grossesse, liée à des facteurs comme la précarité économique, les pressions diverses, pour le mariage par exemple, au sein des familles et l'inaccessibilité à la contraception. Le deuxième moment est celui de la vulnérabilité durant la grossesse, qui se traduit par une fragilisation des liens sociaux, risque de rejet dans un contexte de dépendance, stigmatisation du statut de fille-mère, etc. Le recours à l'avortement vise à échapper à cette vulnérabilité pour préserver, à travers ces liens, une assurance sociale et économique. Enfin, la restriction de l'avortement sur le plan juridique et la réprobation sociale qui l'accompagne conduisent au troisième moment de vulnérabilité, l'avortement clandestin à risque. En conclusion, on peut dire que la séquence de vulnérabilité et les mécanismes qui les conditionnent ne procèdent pas seulement du statut de jeune de ces femmes. Ils sont le produit de normes sociales, de conditions économiques, de rapports de genre, de codes juridiques, et la conséquence de la mutation des modes d'accès au statut d'adulte au Burkina. Introduction. L'avortement provoqué à risque constitue un problème de santé publique qualifié de fléau silencieux, en raison du nombre élevé de décès et des conséquences physiques, économiques et sociales qui en découlent, Grimm 2003. Le nombre d'avortements provoqués à risque dans le monde serait passé de 17,9 millions en 2003 à 21,6 millions en 2008 selon l'OMS, 2011. Ces avortements représenteraient 13% des décès maternels dans le monde et 12% des décès maternels en Afrique de l'Ouest, ou 2011. Au Burkina Faso, il y aurait eu 87 200 avortements clandestins en 2008, soit 25 avortements pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Gilda, Rossier, Kaboré, Bankole et Mikulich 2011. Les conditions de réalisation de ces avortements engendreraient des complications dans 50% des cas, dont 18,7% ne bénéficieraient d'aucune prise en charge. Kaboré, Bankole, Rossier et Sed, 2011. L'avortement serait aussi responsable de 10% des décès maternels, ministère de la Santé 2011. Les jeunes femmes célibataires de 15 à 24 ans seraient les plus concernées par le recours aux avortements provoqués, Passage 2009, Guillaume 2002, Giela et al. 2004. Elles seraient également les plus exposées aux risques liés aux avortements provoqués, Calves 2009, Guillaume 2009. Qu'est-ce qui peut expliquer cette vulnérabilité des jeunes femmes face aux avortements provoqués à risque? Doit-on parler d'une vulnérabilité particulière liée à leur âge, faisant de ce dernier un facteur de risque si on utilise le vocabulaire de la santé publique? Ou s'agit-il d'une vulnérabilité induite par leur contexte de vie, normes sociales, lois, etc. Dans un contexte où réduire la mortalité maternelle est un des objectifs du millénaire auquel souscrit l'État burkinabé, nous posons l'hypothèse qu'il serait utile, si l'on veut intervenir de manière efficace sur ces enjeux pour diminuer les décès qui leur sont attribuables, d'aller au-delà d'une vision de la vulnérabilité comme étant une caractéristique propre à un groupe donné, pour l'analyser comme une notion potentielle, fortement liée à celle du risque et dont l'appréhension engage sur la voie des apostrophes. Un examen des situations sociales dans lesquelles elle apparaît et se diffuse, Delors et Hubert, 2003, Soulet 2004. Pour Soulet 2004, en effet, la vulnérabilité se pose en termes de potentialité et implique ainsi la nécessité d'interroger les conditions la rendant possible et réelle, page 24. Par exemple, avec la mutation des modes d'accès au statut d'adulte en Afrique depuis les années 1990, Antoine, Razafine Dracoto et Roubaud, 2001, de nouveaux enjeux et pratiques entourent les questions de la procréation, du mariage, des relations amoureuses, etc. Nous postulons que s'interroger sur ces enjeux pourrait conduire à une meilleure compréhension de la vulnérabilité des jeunes femmes face à l'avortement,
et fournir des indications précieuses pour améliorer les interventions visant à y faire face. Cette recherche s'inscrit dans un projet plus large de recherche sur les avortements au Burkina Faso. Elle aborde spécifiquement des questions inscrites dans le cadre d'une thèse de doctorat en anthropologie dont l'objectif est d'appréhender la pluralité des acteurs, des normes et des pratiques autour des avortements et à travers elles, la construction des décisions de recours à l'avortement. Ainsi, ce chapitre décrit les mécanismes d'émergence de la vulnérabilité des jeunes femmes face à l'avortement à risque, mécanismes qui, comme nous le montrerons, se situent dans une séquence temporelle précise, et il établit une relation entre cette vulnérabilité et les normes sociales et les codes juridiques actuels. Méthodologie. En raison de l'illégalité de la pratique de l'avortement et de son caractère clandestin, il est difficile de repérer les femmes ayant eu recours à un avortement. De ce fait, nous avons choisi de passer par l'entrée des soins post-avortement pour nouer contact avec les femmes par l'intermédiaire des soignants. L'enquête s'est donc déroulée dans 3 formations sanitaires de la ville de Ouagadougou, du mois d'août 2011 à mars 2012. Nous avons choisi ces formations sanitaires selon l'importance de leurs activités, en termes de soins post-avortement. L'objectif de la recherche, comprendre et expliquer les mécanismes de la vulnérabilité des jeunes femmes face à l'avortement, nous imposait une démarche qualitative. Nous avons commencé par des observations de situations de prise en charge de complications, d'avortement. Ces observations, effectuées par la première auteure de ce chapitre, ont permis de documenter les interactions entre soignants et femmes pendant les soins post-avortement à l'aide de notes d'observation, et d'identifier 30 jeunes femmes célibataires âgées de 17 à 31 ans confrontées à l'avortement. Nous avons par la suite interrogé ces jeunes femmes à l'aide d'une grille d'entrevue. Le nombre de personnes interviewées et les critères d'âge ont été déterminés par le terrain et par notre désir de comprendre pourquoi les jeunes femmes célibataires sont les plus vulnérables à l'avortement. Nous prévoyons interviewer des femmes âgées de 15 à 24 ans, conformément aux catégorisations de la jeunesse faites par les institutions internationales, ONU, OMS. Cependant, l'allongement de la jeunesse et ses implications socio-économiques nous ont poussés à inclure dans notre échantillon des femmes de plus de 24 ans qui ne remplissaient pas encore les critères sociaux pour être considérées comme des adultes, célibataires, dépendance résidentielle et économique. Le consentement à la participation à l'étude a été systématiquement négocié avec chacune des femmes, conformément au contrat moral convenu avec le Comité d'éthique et de recherche en santé du Burkina, et seules les femmes qui y ont adhéré ont été interrogées. Néanmoins, personne n'a signé ce consentement en raison des implications que cela peut avoir dans un contexte de crainte de poursuites judiciaires, et nous nous sommes entendus verbalement pour l'essentiel. Par la suite, des rencontres répétées, 2 rencontres en moyenne par femme, dans des lieux choisis par les femmes, ont permis de mener des entretiens, 21, d'une durée moyenne de 50 minutes et des échanges informels, 48, en français, en maoré, en dioula ou en anglais, avec les jeunes femmes et parfois certains de leurs proches, 13. Les enregistrements et les prises de notes ont été transcrits. Un dépouillement manuel des notes de terrain et des transcriptions a par la suite permis d'organiser les données, suivant les thématiques qui se dégageaient. Chacune de ces thématiques a ensuite fait l'objet d'une analyse de contenu par nos soins, et a été confrontée à la littérature existante. Notre analyse a donc été construite à partir des 30 cas. Résultats et discussions. Nos données montrent que dans le processus du recours à l'avortement à risque, les jeunes femmes sont confrontées à une vulnérabilité qui se manifeste de manière séquentielle et qui se pose en termes de potentialité. Cette vulnérabilité prend forme dans un contexte de mutation des modes d'accès au statut d'adulte social et de présence de normes sociales diverses, et la séquence se décline en 3 moments qui sont la vulnérabilité face au risque de grossesse, la vulnérabilité induite par l'état de grossesse, et la vulnérabilité face à l'avortement à risque. Précarité économique et sociale, et vulnérabilité face au risque de grossesse. Le contexte de vie des jeunes femmes rencontrées à Ouagadougou est marqué par une précarité économique et diverses contraintes sociales. Elles sont dans des situations de dépendance résidentielle et ou économique, ce qui implique une faible marge de manœuvre dans les prises de décision. Ce contexte induit une vulnérabilité face au risque de grossesse.
Prenons le cas typique de Kadi, par exemple, une jeune femme célibataire de 28 ans, mère d'une fillette de 8 ans, vendeuse dans une boutique avec un salaire de 15 000 farad CFA par mois et vivant chez ses parents. Elle a vécu 2 expériences de grossesse. La première a été menée à terme, mais la seconde s'est terminée par un avortement provoqué. Jusqu'en 2004, Kadi était prise en charge par 2 de ses aînés immigrés aux USA qui nourrissaient pour elle des projets de réussite sociale. Cependant, Kadi, qui entretenait à l'insu de ses proches une relation amoureuse avec un jeune homme, tomba enceinte. Elle avait 20 ans, et le jeune homme refusait le port du préservatif, mais elle n'osait pas aller dans les formations sanitaires pour demander une méthode de contraception. Lorsque sa famille découvrit sa grossesse, Kadi fut renvoyée de la concession familiale, selon la norme en vigueur dans l'ethnie à laquelle elle appartient, et elle fut contrainte de rejoindre son petit ami. En raison de mésententes avec ce dernier et de maltraitance de sa part, et à la suite d'une grave maladie de Kadi, ses parents décidèrent de la réintégrer à la famille après l'accouchement. Toutefois, ses 2 aînés, déçus par cette grossesse, décidèrent de ne plus la soutenir. Kadi fut donc obligée de se débrouiller pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. En plus de cette précarité économique, elle nous confia que sa mère l'injuriait sur son statut de fille-mère et l'incitait constamment à se trouver un mari. Mes parents me mettaient la pression, surtout ma mère. Quand elle va se mettre à m'insulter, elle m'insulte devant tous les enfants, de sorte que mes petits frères et sœurs n'ont plus de considération pour moi. Moi-même j'ai fini par leur dire que si c'est la cour que j'encombre, je vais déménager. F5, 28 ans. Après plusieurs relations infructueuses, Kadi s'engagea en 2007 dans une relation amoureuse dont l'évolution lui donna une certaine assurance qu'elle mènerait au mariage. Selon elle, ce compagnon lui jurait fidélité, tenait compte d'elle dans ses projets et lui apportait un soutien financier. En décembre 2011, elle planifia une grossesse avec lui pour solidifier la relation, car il devait émigrer en Allemagne. Il a dit que si je tombe enceinte, il va me faire partir en Côte d'Ivoire chez ses parents le temps qu'il aille en Allemagne pour revenir. Comme il avait l'air sérieux et que ça m'arrangeait, j'ai décidé de tomber enceinte. Comme les gens disent que le 14e jour c'est l'ovulation, on a tenté ce jour-là pour voir si ça va marcher. F5, 28 ans et Kadi se retrouva ainsi de nouveau enceinte. La dépendance économique est l'assise des difficultés vécues par Kadi. Les 2 grossesses se sont produites dans des rapports sociaux où ses marges de manœuvre étaient très réduites. Sa première grossesse, à 20 ans, est survenue alors qu'elle n'y était pas préparée, son environnement ne lui permettant pas d'avoir des rapports sexuels protégés. Dans le second cas, à 28 ans, par contre, elle a décidé délibérément de ne pas utiliser de moyens de contraception puisqu'elle désirait une grossesse. Ce dernier choix s'explique par la précarité de sa situation économique et sociale. Des 29 autres jeunes femmes que nous avons rencontrées, seulement 3 ont mentionné avoir eu des rapports sexuels protégés. Selon elles, l'échec des moyens contraceptifs expliquerait leur grossesse. Chez les 26 autres, il s'agissait ou bien d'une utilisation occasionnelle du préservatif, ou bien d'une absence totale de pratiques contraceptives au moment où elles sont tombées enceintes. Plusieurs travaux ont souligné les problèmes d'accès à la contraception que rencontrent les jeunes au Burkina, malgré une politique nationale qui prône leur utilisation, Amnesty International 2009, Bationo 2007. En effet, la contraception aux fins de planification familiale a été longtemps prônée et perçue, aussi bien au sein des populations que dans les formations sanitaires, comme étant l'affaire de femmes qui vivent en couple. Par conséquent, les jeunes célibataires qui se rendent dans les services de planification familiale se heurtent à des agents qui ne sont pas toujours réceptifs à leur égard, Ouattara, Bationo et Gruenet 2009. À vrai dire, les filles sexuellement actives accèdent difficilement aux services de planification familiale, et ce, dans un contexte où il est déjà difficile de négocier avec les partenaires l'utilisation de préservatifs, Guillaume 2002. En plus des grossesses non prévues, dues à l'absence ou à l'échec de la contraception, il y a des grossesses planifiées, désirées. Pour revenir au cas de Kadi, la seconde fois, elle a choisi de devenir enceinte d'un commun accord avec son compagnon. Dans certains cas, ce choix est fait à l'insu du compagnon et vise à nouer ou à renforcer des liens.
Ces grossesses prénuptiales sont souvent le résultat de jeux d'actrices face à diverses contraintes sociales. L'allongement largement documenté de la phase de jeunesse, Antoine, Razafine Dracoto et Roubaud, 2001, Calves, Boson, Diagne et Cuepier, 2006, qui prolonge le célibat et la période d'activité sexuelle avant le mariage, Abega et Quacam, 2006, Calves, 2007, la précarité socio-économique, la pression sociale pour le mariage et l'intériorisation de cette pression par les jeunes femmes, la complexité des relations amoureuses. Dans ce contexte, plusieurs s'investissent dans des relations amoureuses où elles prennent des risques à dessein, avoués ou inavoués, dans l'espoir de devenir enceinte et de se faire épouser. Meekers, 1994. Dans cette perspective, le mariage leur procurerait une sorte d'assurance sociale et économique, ainsi que la reconnaissance sociale. Cependant, la survenue de la grossesse, qu'elle soit non prévue ou planifiée, a nécessairement un effet sur les relations de la femme avec plusieurs acteurs, car une grossesse peut renforcer ou au contraire fragiliser les rapports qu'elle entretient avec son partenaire comme avec son entourage. Bachelot, 2002, page 81. La grossesse peut mettre en évidence des difficultés d'adéquation à des normes sociales et à des modèles dans le domaine de la reproduction. Bachelot, 2002, Boltanski, 2004. Et participer par conséquent à la vulnérabilité pendant la grossesse, deuxième phase temporelle qui caractérise notre modèle. La vulnérabilité induite par l'état de grossesse, de la centralité de l'auteur de la grossesse et des normes sociales en cause. La survenue de la grossesse contribue souvent à fragiliser les liens sociaux que les jeunes femmes entretiennent avec leur entourage. Cette fragilisation découle des perceptions des grossesses prénuptiales au sein des familles, des rapports de genre en situation de grossesse et du statut donné à la grossesse. En situation de grossesse hors mariage, les femmes célibataires sont confrontées en premier lieu à différents acteurs. Il s'agit soit de l'auteur lorsque celui-ci est identifié, un petit ami, un amant occasionnel, soit de la famille et de certaines institutions, services sociaux, ONG, etc., quand il n'est pas identifié ou en cas de doute sur la paternité, notamment pour une grossesse issue d'un viol. Le changement de statut consécutif à une grossesse stratégique, par exemple, peut provenir de la rupture de projets matrimoniaux. Dans le cas de Caddy, où la seconde grossesse était planifiée, c'est la fin de la relation avec son compagnon et le départ de ce dernier qui ont contribué à faire passer sa grossesse de planifiée et désirée à non voulue. La crainte des implications d'un double statut de fille-mère l'a conforté dans sa décision d'avoir recours à l'avortement. Dans d'autres situations, c'est plutôt le refus de l'auteur d'assumer la paternité ou le fait qu'il rend la poursuite de la relation conditionnelle au recours à l'avortement qui contribue à la rendre non voulue. Dans certaines situations, on nous a rapporté du chantage, de la part de l'auteur ou de ses proches, des ruptures et même des agressions physiques. Ainsi, lorsque Mariam a annoncé à son compagnon qu'elle était enceinte, il a mal réagi. Il m'a dit de savoir où je vais aller avec cette grossesse, que vous les filles vous êtes toutes comme ça, on ne peut même pas avoir confiance en vous. Je lui ai dit, mais tu m'avais dit quoi ? Tu n'avais pas dit que si je tombe enceinte, tu vas faire le mariage et le baptême de l'enfant en même temps ? Et moi je t'ai dit que c'était pas possible, qu'il fallait qu'on se marie avant que je ne fasse un enfant ? Donc tu mentais alors. Quand j'ai dit ça, il m'a raccroché au nez. F18, 20 ans. Dans un contexte où les grossesses prénuptiales sont vues comme problématiques, Tanchou 2009, et font l'objet de stigmatisation en raison de normes au sujet de la procréation et de la sexualité, Ouattara et Storeng, 2007, Vange Anderuysen et Laminou, 2001, la validation de la grossesse par l'auteur est déterminante pour la suite des choses. Elle permet surtout de comprendre les réactions au sein des familles. Le mariage demeure encore largement perçu au Burkina Faso comme le cadre privilégié de la procréation. Ouattara et Storeng, 2007. Pour ces auteurs, la trilogie femme-mariage-maternité est encore aujourd'hui présentée comme le parcours idéal typique de la réussite sociale féminine, et la survenue d'une grossesse chez une femme non mariée l'engage en général dans une série de rapports difficiles avec les membres de sa famille. Page 77. Si la grossesse est admise par l'auteur, elle est d'une certaine façon légitimée, et cela permet à la jeune femme d'échapper en bonne partie à ces rapports difficiles en allant vivre chez son compagnon. Sinon, la jeune femme risque d'être doublement rejetée, ce qui accroît sa vulnérabilité. C'est ce qui est arrivé à Jackie. Le monsieur là était un gendarme.
Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a dit d'aller chercher l'auteur ailleurs, que c'est pas lui. Quand ils ont su à la maison, mes frères et mes oncles m'ont demandé de faire venir le monsieur. Moi, j'ai essayé de l'appeler en vain et quand je partais chez lui, je ne le trouvais jamais. Donc, ils m'ont chassé de la cour, ils m'ont dit d'aller le chercher pour rester avec lui. F11, 18 ans. En somme, la survenue de la grossesse dans le contexte de notre étude place la jeune femme dans un second temps de vulnérabilité en raison de la fragilisation de ses liens sociaux, où l'homme occupe une place centrale. Cela s'est vérifié auprès des 30 femmes que nous avons interrogées, dont seulement 3 nous ont confié avoir reçu de la part de l'auteur des encouragements à poursuivre leur grossesse. La situation de grossesse chez la jeune célibataire s'apparente à une sorte d'anomie, et l'avortement devient alors un moyen de revenir à la norme. La peur de perdre le soutien financier de la famille ou de l'auteur dans un contexte de dépendance, de même que la crainte des répercussions associées au statut de fille-mère, stigmatisation, réduction des chances de trouver un mari, augmentation des charges financières, place la jeune femme dans une situation à haut potentiel de vulnérabilité. Ainsi, le recours à l'avortement vise à échapper à cette situation et à retrouver la protection sociale et économique que permet l'insertion dans les rapports sociaux et familiaux habituels de la société burkinabé. La vulnérabilité face à l'avortement clandestin à risque, quand normes et codes juridiques imposent des recours risqués. Une fois la décision prise, décision parfois soutenue par des amis, par l'auteur ou par des proches, la mère, la sœur, la tante, etc., il s'agit pour la jeune femme de trouver un moyen pour se faire avorter. Au Burkina Faso, la pratique de l'avortement fait l'objet d'une réprobation tant sur le plan social que religieux, à cause des conceptions dominantes sur la sexualité et la procréation. L'enfant est généralement perçu comme un don de Dieu, une bénédiction, Koulibaly 2008. Par conséquent, l'avortement qui entrave la procréation s'apparente à un crime, à une déviance morale, pour reprendre l'expression de Sophie Divet 2004. Cette perception est très répandue dans la population, CGD 2010. De plus, sur le plan juridique, l'avortement provoqué connaît toujours une restriction malgré des réaménagements du Code pénal en 1996 pour élargir les conditions d'accès à cette pratique et réduire ainsi le nombre de décès qui en résultent. L'avortement est autorisé seulement lorsque la vie de la femme enceinte ou celle du fœtus est menacée, et dans les 10 premières semaines de la grossesse en cas de viol ou d'inceste, Journal officiel du Burkina Faso 2006. Dans tous les autres cas, l'avortement provoqué est considéré comme une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 300 000 à 1 500 000 farad CFA à l'endroit des coupables, la femme, l'avorteur, etc. Dans ce contexte, les conditions permettant à une femme de mettre légalement un terme à sa grossesse demeurent complexes et difficiles à satisfaire, selon Amnesty International 2009, et les populations sont encore très peu informées quant aux dispositions autorisant l'avortement. Dans le cas des grossesses issues de viols, par exemple, les contraintes liées à l'application de la loi, nécessité d'établir les preuves du viol dans un contexte de tabou et dans un délai d'au plus 10 semaines, et la faible marge de manœuvre décisionnelle des jeunes femmes peuvent les mettre face au choix suivant: avoir recours à l'avortement clandestin ou mener la grossesse à terme. Ainsi, la stigmatisation sociale et la conscience d'être en infraction judiciaire peuvent rendre ces femmes suffisamment vulnérables pour qu'elles optent pour un avortement clandestin. Cette clandestinité, même si elle implique une déviance, a alors pour elles l'avantage de leur éviter 2 hontes, celle liée à la grossesse hors norme, et celle liée à la divulgation d'une pratique hors norme, Blick 1981. Une fois la décision prise, le recours à l'avortement s'avère être un long processus qui nécessite des ressources relationnelles et économiques significatives. Or, en raison de la précarité relationnelle et économique dans laquelle la grossesse les plonge, et à cause de l'inexistence presque totale de services légaux d'avortement, les jeunes femmes sont obligées de recourir à des soins clandestins dont la qualité laisse souvent à désirer, Rossier, Guyela, Ouedraogo et Thiéba 2005. Dans ces conditions, elles tentent parfois de pratiquer l'avortement elles-mêmes en avalant des comprimés ou des mixtures diverses, ou en s'introduisant dans le vagin différents produits ou objets. C'est ce qu'a fait Maïmouna. J'en ai parlé à une fille comme ça, et elle m'a dit de faire bouillir les graines qui sont à l'intérieur du fruit de la calebasse et puis de boire.
Quand j'ai bu ça, j'ai failli mourir. Si je vomis, c'est du sang, si je chie, c'est du sang. Au nom de Dieu, j'ai failli mourir, je me suis évanouie 2 fois même. F7, 25 ans. Quand les méthodes de ce genre échouent, ou même en guise de premier choix, les jeunes femmes font appel aux services d'agents de santé ou à des praticiens qui pratiquent l'avortement dans la clandestinité et n'ont pas toujours les compétences requises. La défaillance du réseau social et la précarité économique peuvent également induire un recours tardif à l'avortement et accroître ainsi les risques de complications. Karine, 18 ans, a dû chercher pendant 5 mois un avorteur, et lorsqu'elle a fini par en dénicher un, il lui a réclamé 15 000 FCFA, somme qu'elle n'avait pas. Il s'agit donc là d'une source indéniable de vulnérabilité, et au moins la moitié de ces avortements clandestins entraîneraient des complications nécessitant par la suite une prise en charge dans des formations sanitaires publiques, Caboret, Bonne-Collé, Rossier et Cède, 2011. Or, l'accès aux soins post-avortement est problématique malgré des efforts récents pour les rendre plus accessibles, Guttmacher Institute, 2009. Nos données mettent en évidence des difficultés interactionnelles entre soignants et jeunes femmes, ce qui influe sur la qualité des soins, lenteur dans le diagnostic, interrogatoire long à des fins d'aveu d'IVG, coûts indirects. Comme le soulignait Ouattara et ses collaborateurs 2009, les formations sanitaires apparaissent bien souvent comme des lieux de rappel de la norme sociale. Lorsque surviennent des complications, les jeunes femmes hésitent à avoir recours aux formations sanitaires, craignant de rendre publique une pratique jugée répréhensible, d'être dénoncées par les soignants à la police et de subir des jugements moraux. Au cours de nos observations, nous avons entendu de la part des soignants des propos comme ceci : « C'est pas bien ce que tu as fait là. Si ta mère avait fait comme ça, est-ce que toi tu serais né ?» Ces jugements et remarques peuvent être proférés d'un ton bienveillant, par exemple sous forme de conseils, mais ils peuvent aussi révéler une certaine violence, réprimande et injures, absence d'empathie face à la souffrance, choix de protocole de soins douloureux, etc. Pauline raconte : la dame qui m'a accueillie m'a d'abord effrayée. Elle me criait dessus : « Qu'est-ce que tu as ?» Tellement le ton qu'elle a utilisé m'a effrayée. Je n'arrivais plus à parler, je n'arrivais plus à répondre. Elle me dit : « Il faut répondre, si je te pose la question une 3e fois et puis tu ne réponds pas, je sors et je ne fais rien pour toi. » Donc, je lui ai expliqué. Elle me dit : « Bon, va te mettre sur le lit. » Même pour me lever, c'était tout un problème. Et elle dit à mon copain de sortir, que je dois me débrouiller pour aller me coucher, que personne ne va m'aider. F10, 23 ans. La crainte de rencontrer de tels soignants provoque dans plusieurs cas un recours tardif aux soins post-avortement, et les jeunes femmes doivent alors supporter des douleurs violentes, des hémorragies et des infections aux conséquences parfois fatales, en espérant que ça passe, et pour éviter la confrontation avec l'espace public, les soignants, les autres usagers et les proches. De même, la crainte de la stigmatisation influe sur le suivi. Nous avons pu observer que très peu de jeunes femmes respectent le rendez-vous qui leur est fixé au 7e jour après les soins reçus. Or, ce rendez-vous est crucial dans le processus, car c'est le jour où ont lieu le counseling et l'offre des services liés à la contraception post-avortement, puisqu'il s'agit d'éviter que la jeune femme ne se retrouve de nouveau dans une situation de grossesse non désirée. Conclusion. Nos observations et le discours des jeunes femmes rencontrées dans le cadre de notre recherche ont permis de faire émerger l'utilité de formuler le processus de recours à l'avortement comme une séquence de 3 moments où une vulnérabilité potentielle peut se manifester. Avant la grossesse, une fois la grossesse commencée, et une fois la décision d'avortement prise et mise en œuvre. À chacun de ces moments, divers événements sont susceptibles de se produire et de rendre vulnérables des jeunes femmes qui, en raison de leurs conditions d'existence, n'ont pas les ressources financières et sociales nécessaires pour y faire face. Cette vulnérabilité et les mécanismes qui la conditionnent ne procèdent pas seulement du statut de jeune de ces femmes. Ils sont le produit de normes sociales, de conditions économiques, de rapports de genre, de codes juridiques, et la conséquence de la mutation des modes d'accès au statut d'adulte dans la société burkinabé. Ces mécanismes et événements, simultanément ou individuellement, déterminent la vulnérabilité de ces jeunes femmes et les risques auxquels elles sont susceptibles de s'exposer. La dimension potentielle de cette vulnérabilité indique en effet qu'elle ne se manifestera pas de la même manière dans tous les cas. Certaines femmes peuvent être confrontées aux 3 temps,
alors que d'autres le seront à 2, à un seul, ou même à aucun. Outre les jeunes femmes, le recours à l'avortement implique divers acteurs proches, amis, collègues, soignants, etc., parmi lesquels l'auteur de la grossesse occupe une place de choix et dont la prise en compte s'avère cruciale pour mieux cerner la problématique des avortements à risque. Les jeunes femmes avec leur projet de vie, aspirations et logique peuvent se retrouver en interaction avec des auteurs, des parents et des amis qui nourrissent pour elles des projets contradictoires avec les leurs. Ces interactions font qu'elles ne jouissent pas toujours de la liberté qui permettrait un choix rationnel, en raison du fait qu'elles sont dans des situations de dépendance diverses, affectives, économiques, aux normes encore strictes, etc., qui rendent leurs sentiments ambivalents. C'est pourquoi les femmes se retrouvent empêtrées dans un enchaînement de moments de vulnérabilité que nous avons commencé à identifier. C'est en voulant échapper aux situations de vulnérabilité issues de ces interactions, se marier pour échapper à la pression des proches, à la maltraitance, etc., et se conformer aux attentes de la société que bien des jeunes femmes prennent des initiatives qui les précipitent dans d'autres moments de vulnérabilité. À cet égard, on peut sans doute faire un parallèle entre les 3 moments de potentialisation de la vulnérabilité en situation d'avortement, et le modèle des 3 retards développé par Tadeusz Semen, 1994, pour classer les facteurs qui contribuent au décès maternel. Il s'agit en effet de 2 théorisations de phénomènes ayant en commun le cadre temporel du déroulement d'une grossesse, et la potentialité comme logique d'organisation conceptuelle. L'enjeu ici était de commencer à comprendre et à caractériser la vulnérabilité de jeunes femmes face à l'avortement à risque, à partir d'un groupe de femmes et d'une localité donnée. Toute généralisation de la théorisation que nous avons commencé à élaborer exigerait une recherche plus large à l'échelle du pays, avec un échantillon plus représentatif. À ce stade, notre travail a néanmoins l'avantage de montrer que toute intervention visant à lutter contre le phénomène gagnerait sans doute à tenir compte de ces différents moments et de ce qui caractérise chacun, en particulier l'importance centrale jouée par l'auteur de la grossesse. Remerciements. Nous tenons à remercier toutes les personnes et institutions sans qui nous n'aurions pu mener cette étude et rédiger ce chapitre. Il s'agit notamment de l'Université d'Oslo en Norvège, pour le soutien financier, du professeur Marc-Éric Gruenet de l'Université Bordeaux-Ségalen, des collègues de l'Université d'Oslo, le professeur Johan Sundby et Catherine Storeng, des personnes des formations sanitaires et de l'association burkinabé pour le bien-être familial qui nous ont permis de recueillir des données, de toutes les jeunes femmes qui malgré leurs souffrances ont bien voulu répondre à nos questions, et de l'équipe Teesdale Courtty du centre de recherche du centre hospitalier de Université de Montréal, notamment le professeur Valérie Reed, pour avoir facilité cette publication. Nous remercions aussi le professeur Michel O'Neill, de nous avoir permis d'améliorer la structuration de notre réflexion. Bibliographie. ABEGA, SV et EKOUAKAM 2006. Le premier rapport sexuel chez les jeunes filles à Yaoundé. Cahier d'études africaines, volume 46, numéro 181, pages 75 à 93. Amnesty International 2009. Donner la vie, risquer la mort. La mortalité maternelle au Burkina Faso, Londres, publication Amnesty International. Antoine P. M. Razafine Drakoto et F. Roubaud 2001. Contraint de rester jeune ? Évolution de l'insertion dans 3 capitales africaines, Dakar, Yaoundé, Antananarivo, autre part volume 2, numéro 18, page 17 à 36. Bachelot à 2002. Aspect psychologique de la grossesse non prévue, dans Nbajos, M. Ferrand et al. Dire, de la contraception à l'avortement, Sociologie des grossesses non prévues, Paris, INSERM, page 79 à 114. BATIONO, F 2007. Étude exploratoire sur les itinéraires thérapeutiques, rapport du projet Passage, Ouagadougou. Blick, W 1981. Avoiding Shame, The Ethical Context of Abortion in Ghana, Anthropological Quarterly, volume 54, numéro 4, page 203 à 209. Woltansky L 2004. La condition fœtale. Une sociologie de l'engendrement et de l'avortement, Paris Gallimard. Calves, AE 2007. Trop pauvre pour se marier ?
Crise de l'emploi urbain et entrée en première union des hommes au Burkina Faso. Population, volume 2, numéro 62, page 339 à 359. Calves, A.E. M. Boson, à Diagne et M. QPIE accent aigu 2006. Le passage à l'âge adulte. Repenser la définition et l'analyse des premières fois, dans P. Antoine et E. Lelièvre dire, état flou et trajectoire complexe. Observation, modélisation, interprétation, Paris, INED, Col. Méthode et savoir, page 137 à 156. CGD 2010. Les Burkinabés et leurs valeurs. Enquête CGD sur les valeurs, Ouagadougou, CGD. Koulibaly, A 2008. Anthropologie d'une pratique de santé publique, le cas de la planification familiale au Mali, thèse de doctorat, Marseille, EHESS. Delors, F. et M. Hubert 2003. Un réexamen du concept de vulnérabilité pour la recherche et la prévention du VIH-Sida. Observatoire socio-épidémiologique du sida et des sexualités. Bruxelles, Bell. Divet, S. 2004. L'avortement, une déviance légale, Déviance et société, volume 28, numéro 2, page 195 à 209. Gilda, S. Serrossier, Icaboré, ABANKOL2 et M. MIKULICH 2011. Estimating Abortion Incidence in Burkina Faso. Using two Methodology, Studies in Family Planning, volume 42, numéro 3, page 147 à 154. Grimm, D.A. 2003. Unsafe Abortion, The Silent Scourge. British Medical Bulletin numéro 67, page 99 à 113. GUIELLA, G. à Ouedraogo et Serrossier, 2004. Avortement clandestin et santé de la femme à Ouagadougou, Ouagadougou, UERD. Guillaume, A. 2009. L'avortement provoqué en Afrique, un problème mal connu, lourd de conséquences, dans Ségourbin-Dir, Santé de la reproduction au nord et au sud. De la connaissance à l'action, Louvain-la-Neuve, Presse universitaire de Louvain, Cher Quetelet, page 357 à 382. Guillaume, A. 2002. L'avortement en Afrique, une pratique fréquente chez les adolescentes? Dans AIDELF, dire Enfants d'aujourd'hui, diversité des contextes, pluralité des parcours, tome 2, acte du colloque international de Dakar, Paris Adelphes, PUF, page 733 à 746. GUTTMACHER Institute, 2009. L'effet sur l'avortement et la grossesse non planifiée en Afrique, New York. Repéré à URL http://www.gutmarer.org. Journal officiel du Burkina Faso, 2006. Loi numéro 049-2005 ans portant sur la santé de la reproduction, numéro 06, Burkina Faso. Caboret, I, ABONKOLE, Serrossier et GSEDGH 2011. Characteristics of Women who have induced abortion. Type of providers used and the health consequence in Burkina Faso. Paper presented at the Conference of the Union for African Population Studies, Ouagadougou. MEEKERS, D. 1994. Sexual Initiation and Premarital Childbearing in Sub-Saharan Africa. Population Studies, numéro 48, page 47 à 64. Ministère de la Santé, 2011. Mise en œuvre des stratégies de réduction de la mortalité maternelle au Burkina Faso. Burkina Faso. Ouattara, F. FBATIONO et M. Gruenet, 2009. Pas de mère sans un mari. La nécessité du mariage dans les structures de soins à Ouagadougou. Autre part numéro 52, page 81 à 94. Ouattara, F. et KSTORENG 2007. L'enchaînement de la violence familiale et conjugale. Les grossesses hors mariage et rupture du lien social au Burkina Faso, dans M. De Bruyne, dire, violence sociale et exclusion. Le développement social de l'Afrique en question, bulletin APAD, numéro 27 à 28, page 75 à 92, http://apad.revue.org document 3003 HTML. Passage 2009. Approche socio-anthropologique des avortements à Ouagadougou. Cas de 3 maternités, CMA du secteur 30, CMA de Pissi, Hôpital Yalgado. Présentation réunion semestrielle passage, Cameroun. Rossier C. GGUIELLA, à Ouedraogo et BTTHIEBETA 2005.
Avortement clandestin à Ouagadougou et conséquences sur la santé des femmes. Une étude basée sur la méthode des confidentes. Travaux de l'UERD numéro 16, Ouagadougou, UERD Université de Ouagadougou. Soulet, Monsieur C. 2004. Reconsidérer la vulnérabilité en PAN, volume 4, numéro 60, page 24 à 29. TANTCHOU, JC 2009. Santé reproductive des jeunes. Une revue critique de la littérature, Nature Sciences Société, volume 17, numéro 1, page 18 à 28. http://www.nss-journal.org. Thaddeus S. et Demen, 1994. Too Far to Walk. Maternal Morbidity in Context, Social Science and Medicine, numéro 38, page 1091 à 1110. VANGEENDERHUYSEN, C. et SF Laminou, 2001. La grossesse chez la célibataire à Niamey, Niger. La Revue africaine de la santé reproductive, volume 5, numéro 2, page 98 à 104. Août 2011. Unsafe Abortion. Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2008. 6e édition, Genève, World Health Organization. Le rôle des relais communautaires et des accoucheuses traditionnelles, durant la période périnatale dans la région de Kaye au Mali. Valérie Perrault. Pierre Fournier. Résumé. Pour améliorer la santé maternelle, le gouvernement du Mali a établi des normes en matière de santé de la reproduction en identifiant, entre autres, les accoucheuses traditionnelles, AT, et les relais communautaires, RC, en tant que prestataires de services concernant la naissance dans les villages. Ce chapitre rapporte les résultats d'un travail qui analyse les circonstances entourant des cas de complications obstétricales dans des villages sans centre de santé communautaire, CSCOM, dans la région de Kaye au Mali. Notre collecte de données a été effectuée dans 12 villages sans CSCOM de la région de Kaye. Un échantillon non probabiliste de 14 cas de complications obstétricales a été établi, et 29 entretiens semi-dirigés ont été effectués auprès de RC, DAT et d'échappées belles, EB. Nos résultats montrent que les femmes concernées ont peu de contact avec les RC ou les AT pendant la période prénatale. Les accouchements ont été assistés à domicile par des AT, faute d'argent et de moyens de transport. Les RC ont participé très rarement à la gestion des complications. Pour ce qui est des soins médicaux, une fois que la femme a réussi à mobiliser l'argent et le moyen de transport nécessaire pour se rendre au CSCOM, la qualité des soins a fait défaut dans beaucoup de cas. Ce travail montre qu'on ne peut s'appuyer uniquement sur les RC pour améliorer la santé maternelle. Bien qu'un des moyens privilégiés pour atteindre cet objectif soit l'accouchement en maternité, le personnel de santé doit travailler en partenariat avec les AT. De plus, des interventions visant à augmenter l'accessibilité et la qualité des soins de santé sont prioritaires pour obtenir une réduction de la mortalité maternelle. Introduction. La mortalité maternelle et les stratégies pour la combattre. Les organisations internationales et les gouvernements nationaux des pays du Sud reconnaissent la mortalité maternelle comme un problème majeur de santé publique. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies, ONU, a choisi l'amélioration de la santé maternelle comme 5e objectif du millénaire pour le développement OMD, en ciblant en particulier la réduction de la mortalité maternelle de 75% d'ici 2015, Ronsmans et Graham 2006. Bien que certains progrès aient été observés dans la poursuite de cet objectif, 358 000 décès maternels ont été rapportés en 2008 dans le monde, OMS 2011. Cela représente une diminution annuelle moyenne de 2,3%, inférieure aux 5,5% requis sur cette période pour atteindre l'objectif. De plus, ces décès sont loin d'être répartis uniformément, 99% d'entre eux se produisant dans des pays en voie de développement OMS 2011. L'Afrique subsaharienne est une région fortement éprouvée, puisque plus de 50% de la mortalité maternelle de l'ensemble de la planète se produit dans cette partie du monde, Hogan et al., 2010, plus particulièrement dans les zones rurales, Ronsmans et Graham 2006. Le ratio de mortalité maternelle au Mali est l'un des plus élevés au monde avec une estimation en 2008, de 670 décès par 100 000 naissances vivantes,
alors que, au Canada, la même année, on rapportait 7 décès par 100 000 naissances, Hogan et al., 2010. La mortalité maternelle est une problématique complexe, influencée par divers facteurs. Elle demeure principalement un problème relié à la pauvreté, Ronsmans et Graham 2006. La majorité des décès ont lieu entre le 3e trimestre de la grossesse et la première semaine après la naissance de l'enfant, surtout pendant l'accouchement et la période du postpartum immédiat, Ronsmans et Graham 2006. Les 4 principales causes de mortalité sont bien connues: hémorragie, hypertension, infection et travail dystocique, Ronsmans et Graham 2006. En Afrique, l'hémorragie, la cause la plus fréquente de mortalité, représente environ 33,9% des décès Prata et al., 2009. La tragédie, c'est que ces complications pourraient être traitées dans la majorité des cas, si des soins adéquats étaient prodigués rapidement. Tadeusz et Men, 1994, ont étudié les facteurs qui empêchent les femmes d'avoir accès promptement à des soins médicaux lors de complications obstétricales. Selon leur théorie, les femmes peuvent vivre des retards à 3 moments particuliers d'un épisode de complication. 1. Un laps de temps peut s'écouler avant qu'on prenne la décision d'avoir recours à des soins médicaux. 2. L'accès aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence, SONU, peut s'avérer difficile en raison de la distance, de l'état des routes et du coût du transport. 3. Les femmes n'ont pas nécessairement accès à des soins médicaux adéquats une fois arrivées qu'à destination, toujours selon auteur. Dans un cas de décès maternel, une patiente a connu des retards à chacune de ces phases, mais un retard majeur dans une seule phase peut aussi être fatal. Figure 1, modèle des 3 retards. Source: Tadeusz S. et Men dès 1994. Traduction libre. Depuis de nombreuses années, plusieurs moyens ont été proposés pour améliorer la santé maternelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.